Hello à tous, j'espère que vous allez bien pour un nouveau podcast avec la team du protocole endurance. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que le protocole endurance? Le protocole endurance, tout simplement, c'est un regroupement d'experts autour de la course à pied, donc que ce soit kiné, coach, nutritionniste, préparateur physique. Et le but, c'est d'accompagner les coureurs, tout simplement, qui soit manquent de temps, qui stagnent, qui souhaitent progresser un petit peu plus rapidement, qui se blessent ou qui ont un gros objectif à atteindre leurs objectifs. Du coup, en toute sérénité et sans se blesser. Et donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis avec Hugo. Est-ce que déjà, Hugo, tu vas bien? Et est-ce que tu peux faire une petite présentation? Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, dans le protocole endurance? Salut Jean, ouais ça va très très bien. Du coup bah moi j'ai intégré le protocole endurance, je suis coach au sein du protocole, donc coach en course à pied. Et je suis aussi préparateur physique, donc j'aide les gens à préparer spécifiquement des courses avec en ajoutant du renfort pour éviter qu'ils se blessent et qu'ils progressent aussi en course à pied. C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, pour ma part, moi, je suis sur la partie uniquement coaching course à pied. Et donc, je suis un des coachs avec Hugo et aussi Diego et Alexis, que vous verrez certainement dans d'autres épisodes. Donc, le but un petit peu du podcast, ça va être de traiter à chaque fois, donc ça sera des durées à peu près d'une vingtaine de minutes, et de traiter un sujet spécifique à la course à pied. Et donc, pour commencer, on va traiter un petit peu le sujet de comment trouver son objectif. Je trouve que c'était pas mal pour un premier podcast, Ouais, parce que super. déjà, avant de mettre en place une préparation, avant de mettre en place de la préparation physique, un entraînement spécifique, bah, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça. Ça va vraiment être la priorité. Et donc, je pense qu'on va parler aussi aujourd'hui du coup de quelque chose qui est vraiment sous-estimé. C'est vraiment le choix de la course. Parce que des fois, on se dit, OK, je vais faire un 10 km. On part faire la course. On trouve à peu près, on trouve le premier 10 km qu'on trouve autour de chez nous. Mais il y a vraiment pas mal de paramètres à mettre en place, Ouais. surtout si on veut faire un temps et améliorer son chrono. Et donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Donc pour moi, j'ai travaillé un petit peu de mon côté, j'ai fait mes recherches. Donc pour moi, il y a vraiment trois critères clés pour choisir une bonne course qui vont permettre de battre notre record. Déjà pour commencer, je pense que c'est le parcours. Donc toi, qu'est-ce que tu conseillerais un petit peu au niveau du parcours? Quelque chose, je suppose, de plutôt plat. Ouais, ouais, plutôt plat, ouais, pour commencer, hein, pour avoir un bon repère en fait et finalement, ouais, bah, poser les bases de son premier 10 kilomètres. Parce qu'on sait que dès qu'il y a un petit peu de dénivelé, bah, tout de suite, le temps augmente et on peut se dire on est plus nul que ce qu'on vaut. Et voilà, donc avoir une course plate, c'est quand même plus intéressant, en tout cas pour la route. Quand on veut faire de la route, c'est intéressant d'avoir une course assez plate, même si voilà, la plupart du temps, il y a quand même toujours un petit peu de dénivelé. Forcément, on n'est pas Hmm. sur la piste, mais voilà, au plus plat possible, c'est le mieux. Ouais, on va dire sur une course, généralement, même si on parle au tout début déjà d'un 10 km, essayer d'avoir quelque chose qui fait moins de 40-50 mètres de dénivelé. Je pense que c'est pas mal, même moins de 20-30, c'est bien quand même. Ouais. Après, effectivement, quand on va rentrer dans des dénivelés à plus de 50, déjà ça veut dire qu'il y aura pas mal de faux plats, mais s'il y aura pas de grosses côtes, il peut y avoir pas mal de faux plats tout le long. Donc ça peut quand même être compliqué pour un 10 km. Ensuite, Ouais, en deuxième chose, ouais, bon, après, ouais, même si voilà, on a une course où il y a un petit peu de dénivelé, faut pas non plus se dire on hmm, va pas la faire. Voilà, vaut mieux commencer quelque part, même si bon bah des fois c'est pas optimal, mais ça peut être un bon début déjà de commencer par là, et puis au moins la course d'après elle sera que meilleure. c'est clair, c'est clair. Ensuite, mon deuxième point clé, je dirais aussi peu de virages. Pourquoi peu de virages? Tout simplement parce que quand vous avez un virage avec une grosse épingle, vous devez freiner un petit peu pour pouvoir tout simplement tourner. Et ensuite, vous devez relancer. Et à la relance, ça demande énormément d'énergie. Donc, essayez de trouver des courses qui sont plutôt, soit c'est des boucles, deux boucles de 4 kilomètres, mais avec peu de virages, ou tout simplement euh, des, euh, des courses où ça part d'un point A, ça va jusqu'à un point B, et il n'y a pas trop de demi-tour ou de gros virages. Donc, quand je parle de gros virages, c'est surtout des virages qui sont à plus de 90 degrés, qui peuvent Ouais. être vraiment, peuvent faire perdre du temps dans un plan d'entraînement. Ouais, il y a toujours moyen Dans une course. de voir les profils des parcours, de voir un petit peu comment est la course. Souvent, les assos qui créent les courses, elles mettent quand même les plans régulièrement des courses, donc on peut voir un petit Mm. peu à l'avance le plan de la course, quoi. Et se faire une idée déjà des virages et voilà, trouver le meilleur, la meilleure course Ouais, possible.
Ouais, et si vous voulez vraiment faire un RP même et qu'il n'y a pas forcément le tracé de la course qui est disponible sur Internet ou quoi, soit vous pouvez regarder sur Google Maps. Google Maps vous indique le dénivelé, donc vous pouvez tout simplement faire le tracé sur Google Maps ou sinon regarder aussi sur Strava, des choses comme ça. Généralement, on va rapidement trouver un petit peu le Sur Garmin dénivelé. aussi, ouais. Sur Garmin, ils font ça. Ouais, sur Garmin aussi. Ensuite, du coup, deuxième gros point clé, donc là qui va être un petit peu plus compliqué à prévoir, ça va être le côté météo. Ça, c'est un facteur effectivement qu'on peut rapidement oublier, mais qui est quand même à prendre en compte. Si on fait une course au mois d'août ou si on fait une course au mois de décembre, on n'aura pas les mêmes conditions. Donc, pareil, s'il y a une tempête pendant une course qui a beaucoup de vent ou au contraire qui fait très très chaud, c'est vraiment des choses qui peuvent impacter la course. Donc, choisir généralement des courses qui ont des conditions quand même, on va dire, déjà au niveau de la température, entre 8 et 15 degrés. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses, mais ni Ouais, trop chaud ni température trop froid. optimale. J'avais vu une étude qui montrait que température optimale, c'était 15 degrés. Aux alentours des 15 degrés. Après, au-delà et en dessous, bah, il y a toujours une petite perte. Ils avaient mesuré la perte selon la température. C'était intéressant. Et donc, ils disaient, voilà, 15 degrés, température idéale. Enfin, même moi, en tout cas, en ressenti, je trouve que c'est bien, même si, voilà, à premier abord, ça peut paraître frais, mais au final, quand tu cours, t'as vite chaud et je trouve, ouais, 15 degrés, c'est pas mal. Aux Ouais, alentours, voilà. moi, vraiment, mon conseil, c'est sur la ligne de départ, vous devez avoir légèrement froid. Généralement, quand Ouais. tu as légèrement froid sur la ligne de départ, c'est bon signe. Si tu as chaud et que t'es pas encore parti, Ouais. généralement, ça va mal se passer. Je parle Ouais. surtout après sur les distances, parce que c'est vrai Ça, que la chaleur ça peut peut être surtout dur, ouais. impacter sur semi et marathon, sur 10 Ouais. kilomètres un petit peu moins, mais surtout sur les longues distances. Donc déjà, prendre en compte la température. Ensuite, deuxième chose, moi, je conseille aussi pour les gens qui sont plutôt en bord de mer d'éviter les courses en bord de mer. Surtout, donc là, on parle surtout pour les gens qui veulent faire un record personnel. Après, si vous voulez juste prendre du plaisir et que vous Oui, oui. cherchez pas trop la performance, là, ça va pas forcément être impactant. Mais par contre, c'est vrai qu'en bord de mer, généralement, il y a beaucoup de vent. Ouais. Et donc, ça, le vent, c'est vraiment quelque chose. Déjà, est-ce que toi aussi, tu as des techniques? Si par exemple, en pleine course, il y a énormément de vent, est-ce qu'il y a des petites techniques pour. Ouais, Moi, j'en je ai pense. une. Bah, sur mon dernier semi, il y avait c'était pas mal de forêt et il y avait un gros couloir sans rien, sans arbre et il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Et bah, je me mets derrière quelqu'un et voilà. Bah ouais. Et bon Il faut. voilà, c'est le jeu, mais voilà, j'ai fait la moitié derrière le gars et après je me suis mis devant pour le tirer un peu aussi. Ouais, Mais t'as été ouais, joueur. T'as été un bon se mettre joueur. en groupe, ouais, voilà, il faut partager un petit peu mais ouais, se mettre en groupe, si on a si on a des gens qui vont à la même allure, bah, ça peut être comme en vélo, en fait, hein. Même Ouais, si c'est ça n'a ça. pas le même impact qu'en vélo, bah, ça C'est un peut petit peu servir et comme au Tour de France. On voit les ah ouais, c'est coureurs ça, hein. prendre le relais petit à petit. Là, ça va être exactement la même chose. Et Ouais, vous c'est ça. inquiétez pas, parce que des fois, en course, sur des courses, je repense à un coaché qui avait fait un semi-marathon. Et à un moment, pendant 500 mètres, il a eu énormément de vent. Il m'a dit, ouais, j'ai perdu énormément de temps, quoi. Mais du coup, vous savez que quand il y a beaucoup de vent, essayez de trouver un groupe. Déjà, la première chose, c'est de ne pas se retrouver tout seul. C'est d'essayer de se mettre en groupe, d'essayer de se protéger. Effectivement, bon, il y en a qui peuvent être, ceux qui vont être devant vont se fatiguer un peu plus. Mais bon, après, ça fait partie du jeu aussi. Donc, vous pouvez aussi vous relayer entre vous. Ouais, Mais le but du jeu, ça va être de diminuer un petit peu son allure, de rester un petit peu de garder son énergie pour la suite et peut-être une fois que le vent sera passé, essayer de réaccélérer un petit peu, mais essayer de lutter contre le vent, à part vous fatiguer, ça va vraiment servir à rien. ouais, ça c'est sûr. Du coup, voilà. Et après, évitez aussi les courses en plein été, hein. Que ce soit mois de juillet, mois d'août, surtout si vous êtes dans le sud de la France. Là, on va clairement éviter, on va privilégier les objectifs principaux plutôt vers avril et ensuite plutôt vers octobre, parce qu'on sait clairement Yes. que la température, ça va être vraiment l'ennemi numéro un du coureur. Ouais. Et ensuite, du coup, pour moi, la troisième grande chose, c'est aussi la densité du peloton. Donc ça, pareil, c'est souvent négligé, on n'y pense pas. Surtout dernièrement, la course à pied, c'est vraiment devenu un sport, entre guillemets, à la mode. Il y a de plus en plus de coureurs, donc il y a énormément de monde sur les courses. Euh, donc la densité, ça peut vraiment être un point positif comme un point négatif. Sur les courses où il n'y a pas beaucoup de monde, et si vous faites des temps assez rapides, là, ça peut être problématique parce que vous allez vous retrouver tout seul devant. Donc forcément, ben, vous allez prendre le vent. Il n'y aura pas forcément beaucoup de supporters. Donc ça risque d'être un peu dur mentalement. Et, euh, Et et c'est plus au facile de contraire, faire une place. ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Ça dépend si vous jouez le chrono ou la place. Voilà, c'est ça. Ça dépend ce qu'on joue. Si on joue la course à la saucisse ou.
Ou chrono. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ouais, donc quand vous jouez je veux dire, les premières places d'une course et que il y a pas beaucoup de monde, ça peut être compliqué. Donc là, ça peut être bien justement d'avoir un petit peu de densité, comme ça, vous avez des coureurs qui peuvent vous pousser. Après, au contraire, moi, je pense par exemple au marathon de Paris pour les gens qui partaient et qui faisaient du 4h, 4h30. C'est vrai qu'il y a des marathons qui sont beaucoup plus plats que Paris. Et pour quelqu'un qui, par exemple, vise une perf, moi j'irais beaucoup plus, par exemple, sur un marathon d'Annecy, où il y a quand même beaucoup moins de monde, parce que quand vous Ouais. marchez dessus dans les petites rues ou quoi, c'est quand même hyper pénible. Je sais pas ce que t'en penses, ou si t'as déjà vécu l'expérience d'une course où il y avait énormément de monde. En tout cas, moi je l'ai vécu et c'est vraiment pas plaisant. Ouais, non, j'ai pas trop fait de courses où il y avait beaucoup, enfin, j'ai pas fait de grosses courses où il y avait beaucoup de monde. Mais ouais, c'est sûr que bah, si les rues se réduisent, ça peut être compliqué, ouais. Déjà, ça, on le voit au départ, hein, si on est mal placé au départ, on perd vachement vite du temps quand même dans essayer de doubler les gens ou voilà, se marcher un peu dessus, machin. Donc ouais, c'est clair. C'est Et ça. À Paris, il y a quand même des belles routes, non? Enfin, c'est assez grand, c'est des grands boulevards, non? Ouais, ouais, ça va. Après, tu sais, moi je parlais pas forcément de Paris, tu vois. C'est Ouais, sûr que si je prends l'exemple du marathon de Paris à chaque fois, bon, c'est quand même. Après, il y a tellement de coureurs. On est à plus, je crois, 50 ou ouais. 60 000 Bah, c'est le coureurs. plus gros, 70 000, je crois, Donc, 70 000. ouais, ouais. C'est Je crois que monstrueux, ouais. c'était 60 000 cette année, mais bon, ça va arriver à 70 000 hein, dans tous les cas. Ouais. Euh, je sais parce que moi, j'étais parti à 8 heures et j'avais des amis qui étaient partis, je crois, à midi. Ah T'imagines, ouais? j'étais déjà arrivé et ils partaient que dans Ah une heure. ouais. Ouais, parce que du coup, ils étalent. Ils étalent Ouais, bah vachement. oui. Mais du coup, là, quand tu pars à 4h, 4h30, 5h, c'est vraiment l'enfer. Ouais, ouais. T'as un monde de fou. Tu te piétines, tout le monde se marche un petit peu les uns sur les autres et c'est pas forcément l'idéal. Après, pareil, moi, je recommande de faire Paris hein, parce que c'est exceptionnel. Il y a une ambiance de fou. Donc c'est à faire. Mais effectivement, choisissez aussi, prenez en compte cette donnée, surtout si vous n'avez pas envie forcément d'être dans une foule ou quoi pour courir. Et après, dernière chose, moi, je dirais, ben là, ça serait plus sur le choix de la distance. Tout simplement, c'est en fonction de votre préparation, de ce que vous avez fait par le passé. Donc, si actuellement vous courez des 5 km à l'entraînement, que vous pouvez pousser jusqu'à 7-8, donc à la rigueur, vous pouvez vous inscrire sur un 10 km, mais attendez avant de vous inscrire sur un semi-marathon. Toi, un petit peu pour un débutant, c'est quoi à peu près le délai que tu recommandes pour s'inscrire sur un 10 km, un semi ou un marathon? Pour un 10 km, pour quelqu'un qui débute vraiment la course à pied, moi je dirais 3 mois, 2, 3 mois. Ça laisse le temps de poser les bases, de travailler un petit peu de vitesse et de travailler un petit peu de spécifique aussi. Après, pour ce qui est semi et marathon, minimum, enfin pour le semi, minimum 4, 5 mois. Ça permet de commencer à mettre du volume, puis habituer le corps à la contrainte sans se blesser, parce que mine de rien, il va Yes. falloir mettre du volume. Et pour le marathon, je conseille 6 mois minimum. Et encore, on peut pousser jusqu'à Pour un moi, an ouais. sur Pour quelqu'un qui moi, est c'est vraiment un an, ouais. débutant. On peut pousser à un an largement. Il y aura de quoi faire. Et voilà, le marathon, c'est très dur. Et pour quelqu'un qui part de zéro, vaut mieux prendre le temps de le faire. C'est pas pressé. Des marathons, il y en a toute l'année. Il y en a tous les ans, donc faut prendre le temps de le faire, surtout faire les choses bien. C'est important pour bah, soit pas se dégoûter déjà, parce que si on fait un marathon en 3 mois, on va être dans le dur au bout de 20 km. Donc voilà, et puis voilà, pas se blesser surtout. C'est ça qui est important. Ouais, c'est clair. Ouais, pour moi, un débutant, c'est 3-4 mois pour faire un 10 km, 6-7 mois pour faire un semi-marathon et vraiment minimum un an de pratique régulière, donc au moins 3 entraînements par semaine pour faire un marathon, pas avant. Sinon, clairement, vous allez vous casser et vous allez le payer. Parce que même si vous pensez que vous êtes prêt au niveau du cardio, toute votre structure osseuse ne sera pas du tout prête, même musculaire. Donc vous allez vraiment souffrir. Si c'est pas pendant le marathon, ça sera forcément après le marathon, mais à un moment, vous allez souffrir. Donc faites très très attention à ça. Et aussi pour en revenir au choix des courses, maintenant vous avez, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, ah oui, mais comment je peux savoir, est-ce qu'il y a une course proche de chez moi ou quoi? Déjà pas mal de choses. Déjà sur Internet, vous trouvez pas mal de choses, mais il y a pas mal de sites comme par exemple, je pense à Finisher, qui retrace un petit peu toutes les grandes courses, où vraiment dessus, vous allez retrouver toutes les courses importantes. Donc directement, vous allez sur le site, vous tapez votre région, et il y aura toutes les courses répertoriées, donc que ce soit 10 km, semi, marathon, trail. Je sais pas si toi tu connais d'autres sites ou si tu utilises d'autres sites. Ouais, le site de Base Athlé, c'est le site de la Fédé d'athlétisme Ouais, aussi. de- en France. Et ce qui est bien surtout, c'est qu'en fait, il répertorie enfin, il y a toutes les courses.
qui Ok. sont répertoriées, toutes les courses sur route ou même les trails et tout ça. Et surtout, on peut voir les labels. Il y a des labels qui existent justement qui sont posés par la Fédé. En gros, ça, la plupart du temps, ça veut dire que c'est des courses plates. Quand il y a un label de la Fédé, il y a trois niveaux de label. Je ne saurais pas exactement les décrire, mais en gros, dès qu'il y a un label qui est posé par la Fédé, ça veut dire que c'est une course qui vaut des points IAF, donc pour le classement d'athlétisme. Et donc, en fait, c'est des courses qui sont la plupart du temps relativement plates, assez roulantes, sans trop de virages, etc. Et donc, qui peuvent être bien pour faire des RP, justement. Ouais. Ouais, donc ça va plus parler pour ceux qui visent un petit peu la perf. Mais effectivement, ouais, on peut clairement aussi aller sur ce site-là. Et même moi, par le passé, j'avais regardé un petit peu. Et c'est assez bien fait. Et c'est vrai que c'est assez bien répertorié. Du coup, ouais, si on fait un petit résumé rapide. Donc déjà, première chose, un parcours assez roulant, assez plat, avec on va dire, moins de 50 mètres de dénivelé. Après, bon, plus la distance augmente, plus le dénivelé pourra être important. Mais en tout cas, garder un dénivelé assez, assez faible. Ensuite, peu de virages aussi. Donc ça sera surtout pour le 10 km où il y aura pas mal de vitesse. Forcément qu'un marathon, bon, il y aura des virages à un moment, généralement. Donc surtout pour le 10 km. Regardez aussi la météo. Donc essayez de choisir une période de l'année où la météo n'est ni trop fraîche, ni trop chaude. Où généralement, les conditions sont pas terribles entre guillemets. Et Ouais. ensuite, bien choisir aussi le lieu, donc qui est pas trop de vent, comme par exemple en bord de mer, ou même regarder un petit peu ce qui s'est fait les années précédentes. Moi, ce que je regardais aussi, je regardais un petit peu les avis, parce que des fois, il y a des personnes qui laissent un petit peu des avis. Et si les 3-4 dernières années, il y a eu que du vent ou les gens ont eu des mauvaises conditions, bon, il y a de fortes chances qu'il y ait encore des mauvaises conditions. Donc faire attention à ça. Et aussi regarder du coup ben, la densité. Est-ce que vous aimez qu'il y ait du monde? Est-ce que ça vous aide justement ou au contraire ça vous aide pas du tout? Aussi pareil en fonction de votre temps, sachez que plus vous allez tendre vers le milieu du peloton, plus il y aura de monde. Ça aussi en fonction de vos chronos, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et voilà, un petit peu de mon côté, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Euh, non, enfin, peut-être on peut parler des temps visés, enfin des objectifs qu'on se met plutôt au niveau temps. Euh, Mm, Ça, ce serait plutôt d'un point de vue mental, mais éviter de. Enfin, en fait, il faut trouver le juste milieu entre un objectif qui est atteignable et un objectif qui est trop optimiste. Le but, c'est ça. ça va être de trouver un objectif qui va nous challenger, donc quelque chose qu'on veut aller chercher, qu'on n'est pas encore capable de faire, mais avec l'entraînement, on va être capable de le faire. Mais il faut pas non plus se mettre des barrières trop hautes, enfin des temps trop hauts, parce que là, sinon, on va se dégoûter, si on rate le jour J, ben, voilà, on va être déçu de notre course, alors que ça se trouve, on aura fait un record, enfin voilà. Donc, il y a ça aussi, ne pas trop se surestimer et pas trop sous-estimer non plus. Ouais, je pense qu'on refera justement un podcast sur cette thématique-là. Mais aussi, Ouais, ouais, une des choses que je vois souvent, c'est que les gens, par exemple, qui font actuellement 45 minutes au 10 km, se disent, OK, bon, sur mon prochain 10 km, je vais viser 40 minutes. Et dès le début de l'entraînement, ils s'entraînent avec des allures pour faire 40 minutes. Sauf que non, votre niveau actuel, c'est 45 minutes. Donc, si vous vous entraînez avec des allures pour faire 40 minutes, vous êtes en sur-régime. Donc, sur 2-3 semaines, ça va passer, mais sur le long terme, vous allez vous blesser. Donc entraînez-vous en fonction de votre niveau actuel. Et petit à petit, plus vous allez vous rapprocher de la course, plus vous verrez si vous pouvez augmenter les allures sur les séances d'intensité. Donc sur les séances d'intensité, sur les premiers intervalles, vous restez dans le bas de l'allure. Petit à petit, au fur et à mesure de la séance, vous augmentez l'allure. Et si vous voyez qu'en fin de préparation, sur les séances test, vous arrivez à tenir du 4 minutes au kilomètre, donc si on prend l'exemple du 40 minutes au 10 km ou du 3,55, là alors vous pouvez vous dire, OK, le jour J, je vais plutôt partir sur une allure autour de 4, mais ne vous entraînez pas par rapport au temps que vous voulez faire, entraînez-vous toujours par rapport à votre niveau actuel. C'est ça qui va vous permettre de progresser. ouais, Merci en tout cas Hugo. De toute façon, on refera un petit épisode du coup sur cette thématique-là. En tout cas, merci. avec plaisir. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ça marche. Salut Salut, tout le ciao. monde. Ciao. Ciao.